Merci de suivre ce magazine kiosque de ce 15 septembre 2023, dernier numéro de la semaine. À l'affiche ce matin, Christian Emango sera face à Eric Izami et Mathieu Takizala. L'actualité abondante ce 15 septembre, c'est la rentrée parlementaire, la dernière session du quinquennat, rentrée de tous les enjeux. Quels sont les enjeux de cette rentrée? Nous allons en parler avec nos invités. Processus électoral, un autre candidat a déposé sa candidature. Il s'agit de monsieur Radjabo Tebabo Soborbo. C'est son nom. Soborabo. Merci Eric Izami. Il a déposé sa candidature pour la présidentielle de décembre 2023. Il est donc le 4e candidat à avoir déposé sa candidature. Toujours processus électoral, la liste des électeurs, la liste provisoire des électeurs, ce sera rendue publique le 20 septembre de cette année, annonce la CENI. Entre-temps, la liste provisoire de députés, des candidats députés provinciaux et des candidats députés provinciaux a été reportée suite à des problèmes logistiques. Nous allons en parler avec nos invités. C'est la journée internationale de la démocratie ce 15 septembre 2023. Mathieu Takizala, bonjour. Bonjour madame, bonjour à l'équipe technique de l'émission Kiosque. Vous savez, Kiosque il continue toujours à servir la démocratie du Congo. Et bonjour à le co-débatteur. Tous, on se connaît. On est au service de la République. Je pense que la République doit commencer à analyser tous les jours tout ce que les éminentes personnalités qui sont dans ce plateau essayent de mettre sur l'espace public, parce que vous savez, le pays c'est un concours des gens qui apportent leur expertise sectorielle. Parce que la rumba, si vous dansez tout seul, ça passe pas. Et la rumba qu'on appelle la République, il faut utiliser toutes les expertises que le pays regorge. Pas uniquement ceux qui sont aujourd'hui domiciliés par des parcelles qu'on appelle les partis politiques, mais même ceux qui sont du côté des journalistes, des entrepreneurs, des juristes, des ingénieurs, ainsi de suite, de planteurs, le moment au marché. Ça va permettre que la démocratie du Congo puisse regagner la lettre de noblesse sociale. Voilà, monsieur l'économiste. Et la démocratie sociale. Monsieur l'économiste, semble-t-il qu'il y a une banque congolaise qui détient 2 millions de dollars. 2 milliards, oui, paraît-il, 2 milliards. Dans ces tiroirs, mais il n'y a pas de projet bancable au pays. Est-ce que vous confirmez cela? Depuis que je suis à Kinshasa, ça m'estomaque ces mots de dire qu'au Congo et que les Congolais n'ont pas de projet bancable. C'est insultant. Congo Airways, c'est une société congolaise. Régie des eaux, ce n'est pas un projet bancable. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle? La peur de la gestion. Non, écoutez, vous voyez à un moment, Transco, ce n'est pas un projet bancable. Vous voyez qu'on vous cite les sociétés qui sont imprimées au quartier du Congo, qui cherchent les liquidités. L'entreprise que je préside a 15 projets bancables. Votre entreprise? Oui. Vous savez que depuis presque 40 ans, imprimé au quartier du Congo, la maintenance des avions, on le maintient où? Quelle est l'entreprise congolaise qui fait la maintenance? Mais chez nous, il y a un projet pour la maintenance des avions. C'est un projet bancable aussi, approuvé économiquement. Au lien qu'il y ait un avion qui opère à Kinshasa part en Afrique d'ici. Pourquoi? Même les autorités, à un moment, on dit ça. Oh, il n'y a pas de projet bancable. Mais vous avez 2 milliards, mais injectés dans l'économie productive. Congo Airways a des avions. Mais ajoutez des avions chez Congo Airways. Est-ce que les Congolais ne voyagent pas? Vous voyez? Mais ce monsieur, il est une banque, un Congolais aussi, qui passe sur l'espace de Paris, il dit au Congo, il n'y a pas de projet bancable. Et les projets qui sont bancables, c'est uniquement avec les gens qui sont venus des autres pays. Ça veut dire que les autres communautés qui sont à Kinshasa. C'est insultant. Depuis que le Congo est Congo, on a toujours eu des projets bancables. Les entreprises, il y en a, mais ils sont en difficulté. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas de financement, les taux d'intérêt. Il faut qu'on voit ça. Mais dire que j'ai 2 milliards, est-ce que la banque c'est pas un musée? Comment on peut garder 2 milliards dans un coin et puis on va les raconter? La thésaurisation. Un banquier ne dit pas ça. Ça fait pas de la thésaurisation. Un banquier ne dit pas ça. La rétention. Or, l'argent, on le met dans l'économie productive. Il faut financer les entreprises, du côté public et du côté étatique.
et donner même ce qu'on appelle le crédit consommation. Nous avons une petite épaisseur de Congolais qui travaillent, qui ont un salaire domicilié dans nos banques. Ben, il suffit de les financer avec des crédits conso. L'argent va tourner, ces gens-là vont consommer. Mais comment aller? Vous voyez, on se fout de la gueule des gens. J'ai écrit à cette banque, on ne fera pas une publicité dans ce plateau parce qu'ils n'ont pas payé ici. J'ai écrit à cette banque qui prétend qu'il a des milliards, on a présenté des projets, on attend à ces messieurs de financer. Et je lui complète encore que Congo Airways cherche de l'argent. Il a peur pour avoir des avions. Des détourneurs. Non, madame. Vous voyez l'histoire de ce pays, vous devez le construire. Christian Emango. Ça ne sert à rien de dire ça. Bonjour Christian Emango. Bonjour Madame Gisèle. Très content de me retrouver encore sur ce plateau depuis un bon moment. Vraiment. Comme Mathieu Takizala, je crois, l'avait dit en off. Je ne sais pas s'il l'a dit depuis que l'émission avait déjà commencé. Mais il a dit que nous servons les pays. Oui, nous le servons. Mais j'aimerais quand même lui demander de citer le nom de cette banque-là. Non, pas des publicités. Non, ce n'est pas une publicité. Ici, c'est l'information. C'est l'information. Parce que quand vous dites les banques, vous indexez toutes les banques. Alors, l'opinion est en train de penser que c'est Roban, pendant que ce n'est pas Roban. L'opinion est en train de penser que c'est BGFI, pendant que ce n'est pas BGFI. Elle est en train de penser que c'est Equity, pendant que ce n'est pas Equity. Donc, il faut dire le nom de la banque, dénoncer, pour que nous puissions recouper et suivre cette banque-là qui a 2 milliards. Parce que vous savez, ici au Congo, il y a un problème. Quand vous venez avec votre projet d'investissement, les miniers le connaissent très bien, il faut domicilier des fonds sur les banques locales ici. Mais généralement, on a un problème, on domicilie à l'extérieur parce qu'il n'y a aucune banque qui a une telle réserve. Vous voyez, il y en a 5 milliards. Mais il n'y a pas de banques qui peuvent avoir des réserves de 5 milliards pour domicilier vos fonds ici. Alors s'il y a déjà une banque qui a 2 milliards ici, mais qui ne veut pas mettre ça dans les circuits économiques, c'est un problème. Alors, ils gardent l'argent pour qui? Et donc il faut citer cette banque-là pour qu'on la connaisse. Il parle du crédit à la consommation. D'ailleurs, en passant, j'aimerais féliciter l'honorable Francine Mouyumba qui a introduit une proposition de loi portant protection des droits des consommateurs. Et concernant le crédit à la consommation, vous savez, au Congo, ici, c'est difficile d'aller dans une banque, demander 50 $ et qu'on vous donne le crédit. Alors que, normalement, tout citoyen devait avoir ce droit-là. Vous allez vous demander 100 $. Pour avoir un crédit au Congo, il faut seulement 10 000, 5 000. On ne peut pas avoir des micro-crédits là. Ceux qu'on donne par les microfinances ici, il a parlé du taux, on connaît les traitements. Vous allez dans une banque, vous demandez un crédit de 400 $ par exemple, qu'on vous fait payer avec un taux de 20%, le plafond, hein, plafond, on vous fait payer avec un taux de 20%. Alors, on vous demande de payer ça, par exemple, en 4 ou 6 mois. Vous êtes obligé, pour vous qui avez votre, j'aimerais appeler ça plus petit commerce, je n'appelle même pas ça un commerce. Plus petit commerce, vous vendez du pain. Vous prenez 400, on vous fait payer à un taux de 80 $ le mois. C'est-à-dire tout ce que vous faites et même bénéfice, vous remettez à la banque. Vous-même, vous ne vous retrouvez avec rien. Mais si une banque a 2 milliards, qui peut faire circuler dans les circuits économiques, ça va permettre à ce que la classe moyenne puisse récupérer quelque chose et que ça puisse faire respirer les gens. Mais quand vous cachez le nom de la banque, nous, comment on va savoir lui faire pression? Non, il faut dire le nom de cette banque-là. Il faut dire le nom de cette banque-là. Bonjour Madame Gisèle, bonjour aux téléspectateurs, aux co-débatteurs. Aujourd'hui c'est le 15 septembre, c'est la rentrée parlementaire, vous l'avez dit. Le 15 septembre tombe également le jour retenu au niveau des Nations Unies comme la journée internationale de la démocratie. Démos, peuple, krater, pouvoir, le pouvoir du peuple, par le peuple pour le peuple, vous connaissez. Donc la démocratie chez nous c'est le mot choisi aussi pour gérer chez nous, etc. etc. Nous sommes encore une jeune démocratie et bientôt ça sera les élections et il y a des enjeux, qui sait, au niveau du Parlement et donc nous sommes là pour débattre. Et merci de l'invitation. Voilà, alors... Mais je voudrais quand même dire un petit mot, hein, force à notre ami, notre collègue, notre confrère, Stani Boujakera, qui est en prison maintenant. Il a été transféré à Makala. Oui, alors nous suivons ça de près. Force à toi, frère, je sais que le moment viendra pour que tu retrouves ta liberté et que ta place, c'est d'abord en famille et puis au niveau du travail. On a besoin de toi, donc force à toi de là où tu es. Nous sommes de cœur avec toi. Voilà. Le dernier invité, c'est Mike Gardidiana. Bonjour.
Bonjour madame, merci pour l'invitation. Bonjour aux co-débatteurs et aux téléspectateurs. Je voulais revenir sur le sujet d'avant. Ça ne sert à rien de citer une banque parce que j'ai l'habitude de vous le dire, la plupart des banques qui sont ici sont en surliquidité. Ce n'est pas un secret de polichinelle, peut-être pour le commun mortel. Mais le banque se repose sur un argumentaire que le Congo a un taux de remboursement de dette très faible, qui fait que le financement, que ce soit de petits projets ou encore de grands projets, rend la chose difficile. Ou pour avoir accès au financement, on vous exige de choses que vous n'avez pas à livrer parcellaire et autres pour quelqu'un qui vient à peine de commencer ses affaires. C'est pas nouveau. Tous ceux qui vivent dans le milieu économique, des finances, vous diront que la plupart des banques sont en surliquidité. Et les conséquences, on le connaît tous. Ça veut dire que dans la banque centrale qui est la banque de banque, quand on fait jouer le taux directeur, c'est juste pour pouvoir capter beaucoup plus de devises et pouvoir réguler le marché. Mais vous savez pourquoi même quand la banque centrale augmente son taux directeur, il n'y a presque pas d'incidence. Parce que dans son guichet de refinancement, où chaque banque qui est en panne de liquidité devrait aller s'approvisionner, ils n'y vont jamais. Quand il y a un problème, elles sont eux-mêmes en surliquidité, ils utilisent ce qu'ils ont prévu pour autre charge et remettent dans le réinvestissent dans différents projets au niveau interne. C'est pas un secret. Vous n'avez même pas besoin de citer une banque. Celui-là a eu juste la maladresse dans sa communication de le dire haut et fort. Mais la plupart des banques ici n'honorent pas leur contrat d'investissement. C'est une vérité connue de tous ceux qui sont dans le milieu de finance. Et c'est justement ce genre d'argumentaires qui font que ce genre-là justifie. Non, on ne peut pas. On a même déjà proposé l'alternative ici. C'est-à-dire qu'il faut que l'État congolais arrive à avoir un fonds de garantie efficace qui sert de protection aux différents investisseurs. C'est-à-dire que je veux aller avoir, je suis une entreprise, j'ai besoin de crédit, je passe par le fonds de garantie de l'État. C'est-à-dire qu'en cas de problème dans le process du projet, il y a un fonds de garantie qui peut rembourser et assurer les arrières. Ça, c'est pas un secret. Il ne faudra pas qu'on se leurre. Il y a cette banque-là, mais il y en a plein. Il n'y a pas que le banque, il y a même des différents projets des représentations des États ici, notamment l'ambassade des États-Unis. Dans le rapport étatique, il y a des fonds destinés au financement de certains projets, qui finalement ne sont pas, qui retournent, soit rentrent dans le poste de gens. Quand vous parlez des questions de financement, bon, de toute façon, c'est pas le sujet, mais bon, c'est des sujets de nature à me mettre hors de moi, parce que ce sont des vraies questions qui touchent directement aux intérêts de la population. Si. Alors, je crois que Diana pas les sujets comme il a dit, on doit passer à. Je crois que notre ami va comprendre que dans le monde économique, c'est-à-dire que le banque doit être à côté des acteurs. Et les acteurs, ce sont les professionnels et les particuliers. Si vous commencez déjà à les minimiser, c'est un vrai problème. Moi, hier, quand je vois, comme c'est Gadi Diana vient de dire, j'ai contacté la plupart des fonds parce que l'absence d'un garant étatique affaiblit de plus en plus. Mais dire, c'est ce que moi j'accepte pas, dire qu'au Congo, il n'y a pas de projet bancable, non. Et je demande à tout entrepreneur qui a des entreprises dans le démocratie du Congo de nous envoyer les business plans. Parce qu'à un moment même, on dit que les Congolais ne savent pas faire de business plan. C'est un vrai problème. Donc c'est ça le sérieux problème. Dire que voilà, que nous avons un problème parce que le système ici, il faut avoir l'immeuble pour aller emprunter et le taux d'intérêt est tout dessus. Là, mais dire, il faut nuancer les choses. Que les gens ne savent pas faire des projets bancables, c'est là le vrai problème. Ça, non. Donc il faut retirer ces vocabulaires. C'est mal prononcé, mais dans ces traités, peu d'entrepreneurs congolais savent faire monter un projet. Dire qu'il n'y en a pas, il a tort, mais c'est peu. C'est à faible quantité. Et ça, c'est une réalité de choses. Voilà, et je crois que quand on parle de ça, je voulais juste rappeler à Mathieu Takiza, là, il a raison de dire qu'il y a des gens qui ont des projets bancables ici. Il ne faut pas citer Congo Héroïse. Ce n'est pas des projets, ce sont des entreprises déjà presque avec des gestions déficitaires. Ce n'est pas un projet et je ne crois pas que quelqu'un ira. Il y a eu AM Investissement ici qui est venu pour pouvoir éjecter l'argent de Congo Héroïse. Où est-il parti? Dans la plupart des portefeuilles de l'État qu'il a cités, c'est des entreprises à problème. C'est même plus des projets. C'est même plus de projets, c'est des entreprises déjà déficitaires. On peut redresser que par l'appui de l'État. C'est-à-dire un investisseur sérieux qui vient avec son argent, avec l'approche commerciale d'investissement, il n'entrera pas. Okay. Oui, mais il faut les redresser, commencer à déjà ça, c'est la responsabilité de l'État parce que ce sont ce portefeuille. Les experts sur le terrain pour redresser les choses. On peut les redresser. Voilà, je ferme cette parenthèse. Magardi Diana et Mathieu Takizala, Christian Emango, session de septembre, les enjeux
Qu'est-ce qui va ressortir de cette session? C'est la dernière session. Hein. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils le feront avec le peu de temps qui reste. On dit même les députés, presque tous sont des candidats. C'est bien ça la difficulté, parce que je me demande si les parlementaires seront vraiment concentrés à produire quelque chose au cours de cette session, parce que la session qui prend fin le 15 décembre, les élections qui devraient normalement avoir lieu le 20 décembre, alors que la campagne électorale devrait commencer un mois plus tôt. Je ne sais pas moi quel parlementaire, dans ces conditions-là, peut avoir vraiment tout son esprit sur le travail parlementaire que de battre campagne. Ça, c'est déjà un premier même pour siéger, il faut avoir le forum. Que la CENI, je comprends, je connais les tensions, mais je pense que si ce ne sera pas pour ce scrutin électoral ici, mais même des ligues référenda, il va falloir repenser. On ne peut pas organiser des élections à la veille d'une clôture des sessions parlementaires. Normalement, les élections en RDC devraient avoir lieu de janvier au plus tard fin février. Comme ça, les parlementaires sont en vacances, ils peuvent un mois de campagne et le temps qui reste, c'est pour les résultats, c'est pour les recours, c'est pour de sorte que le 15, parce qu'il ne faut pas oublier aussi la période des recours. De sorte qu'au plus tard, le 15 mars, la rentrée parlementaire de la session de mars, ce ne soit pas une session qui est convoquée comme ça, et puis on commence à chercher le jour. Non, on sait déjà que c'est la rentrée parlementaire et on y revient. Donc, il faut revoir à ce niveau-là. Techniquement, ça pose problème. Mais je sais que si on essayait de proposer cette piste-là en ce moment, on crierait à tout ce qu'on veut, alors que techniquement, c'est un sérieux problème. D'ailleurs, le déglissement, moi, je pense qu'il est déjà consommé. Peut-être qu'on va parler de la question de la CENI, mais je pense qu'il est déjà consommé parce que depuis qu'on est là, la CENI ne tient aucune date. Des députés provinciaux sont là, en attente. Il faut que, d'ailleurs, pour même les députés nationaux, oui, pour les députés nationaux, vous savez que jusqu'à ce jour, la Cour constitutionnelle n'a pas encore terminé avec les recours sur les listes électoraux. Sur les listes électorales, jusqu'aujourd'hui. Dans le temps que la Cour constitutionnelle puisse publier ses résultats, la CENI puisse les récupérer, vous savez, tout ça c'est du temps. Donc, moi je pense que techniquement, nous sommes déjà en train de consommer un glissement et il faut regarder la réalité en face. Mais puisque ce n'est pas ça la question, nous sommes au niveau de la rentrée, session de septembre. Mais ça, si je suis en train ici de faire le défenseur des députés par rapport au calendrier de leur session et aux élections, il y a néanmoins une chose qu'il faut décrier du comportement que on a toujours constaté au sein de nos assemblées délibérantes au niveau du pouvoir central. La rentrée peut avoir lieu. En ce net instant, déjà le gouvernement avait déposé, je pense début août, le gouvernement avait déjà déposé la loi sur la reddition des comptes. Mais je vous assure que cette loi sur la reddition des comptes ne passera en examen que peut-être octobre, et le budget c'est 15 jours qu'on aura, on aura 15 jours entre 1er décembre et 15 décembre pour adopter un budget d'un pays. Voyez un peu la légèreté. Je donne souvent l'exemple ici d'un monsieur vieux comme Bernie Sanders, ceux qui suivent la politique américaine le connaissent très bien, qui a fait une fois 8 heures de temps pour défendre, c'est le président de la commission, enfin il était à l'époque, président de la commission ECOFIN du Sénat américain, qui a fait 8 heures de temps pour défendre les budgets qui devaient passer au Congrès américain. Alors vous imaginez que ici vous avez déjà vu un ministre qui est venu défendre un budget pendant 8 heures. Il y a un journaliste, il y a un député et sénateur Boué. Question-réponse.
Et ils vont point par point, dollar après dollar. Nous, c'est, alléluia, amen, adopter, ça passe. C'est pour ça qu'on a des budgets comme ça alambiqués et on ne sait pas, jamais un budget, Adolphe Mouzito me suit, il l'insiste toujours, tous les techniciens le savent, jamais un budget a été exécuté à 40% dans ces pays. Je ne parle pas qu'il y a eu excédent et tout ça. Il peut y avoir excédent. Mais l'exécution du budget, c'est de respecter les crédits budgétaires de chaque compte avec les cellules. Jamais dans ce pays-ci. Donc, et surtout depuis qu'on est pendant la Troisième République. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura pas de temps pour cette session parlementaire ici. Personne n'aura le temps, ni l'esprit concentré sur le travail parlementaire. Nous espérons quand même, parce qu'il y a des propositions de loi, je venais de parler de la proposition de loi de Nora Mouyumba ici, sur la protection des droits des consommateurs, très important, parce que nous tous, nous sommes consommateurs, nous achetons, mais nous savons la qualité des produits que nous achetons. Il faut quand même que nous soyons protégés. J'ai pris le temps de consulter ce texte-là, formidable, mais il faut qu'on puisse revoir cet aspect-là de choses, de faciliter à ce que le calendrier électoral soit digestif au calendrier de la session parlementaire. Éric Izami, les députés n'auront pas le temps parce qu'ils sont candidats, ils ont la tête ailleurs et pourtant ils doivent voter la loi sur la reddition de comptes et puis sur le budget. Vous êtes aussi de cet avis-là? Non, mais ce que me dit mon frère Mango n'est pas faux, mais tout ça est consigné dans la Constitution et la Constitution est sacrée malheureusement. De son point de vue, la Constitution est sacrée. Que va-t-on faire? C'est prévu que chaque année nous avons deux sessions ordinaires, celle de mars et celle de septembre. Celle de septembre est particulière parce que c'est pendant cette session que nous devons examiner le projet du budget qui devra gérer le pays prochainement. Mais là encore, faut-il que le gouvernement central apporte le projet du budget, que ça atterrisse avant le 15 septembre pour que les députés non seulement puissent l'aligner dans les calendriers, commencent d'emblée à pouvoir examiner. Ce qui posera problème, c'est que le fait que nous serons à la fois en campagne et puis les nombres de gens qui sont au niveau du Parlement et que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, même au niveau du Sénat. J'imagine qu'il y a des compétiteurs qui voudront eux aussi participer aux élections à différents échelons. Donc ça sera compliqué, ne serait-ce que pour atteindre d'ailleurs le quorum pour siéger valablement. Ça sera compliqué. Imaginez, on lance la campagne électorale, vous devez vous aussi aller dans vos différents fiefs électoraux pour aller battre campagne, qui viendra siéger. Ça sera compliqué. C'est très difficile et je crois que, bon, je ne sais pas si ça sera quoi la solution, mais en réalité, le projet qui est vraiment attendu, qui est prioritaire, c'est celui en rapport avec le budget. Parce que là, ça sera le tableau chiffré de tout ce que nous devrions avoir comme recettes et comme dépenses. Donc, je crois que c'est cela. Mais c'est difficile aussi, hein. Parce que, généralement, chez nous, même si on ouvrait la session, au lieu de commencer tout de suite après, on devra encore attendre une semaine, 2 semaines après que les uns et les autres se réunissent pour tabler sur le calendrier, pour s'accorder sur ce qui devrait... On dit que d'autres sont bloqués, tout est prioritaire pour les problèmes chez nous. d'avion dans les provinces. Ça c'est un autre problème encore. Donc, je ne sais pas comment ça se passait pour cette fois-là. Mais les enjeux, je crois que quand on attendait véritablement le Parlement, c'était, je crois, lors de la session passée. Parce que là, au moins, on attendait des lois telles que la loi électorale, d'un côté, et puis la loi qui est l'addendum de la loi électorale, qu'on appelle la loi de répartition du nombre de sièges, etc., etc. Mais là, je suis en train d'imaginer que ça sera difficile à tenir. Parce que plusieurs de nous, même si c'est aussi avéré que chez nous, généralement, très souvent, je dis généralement, 10% des élus reviennent. Sur le 100% qui sont élus au niveau de l'Assemblée nationale comme ailleurs. Ça sera difficile pour obtenir la réélection, c'est difficile. Déjà que la manière dont notre population cote nos élus, c'est difficile de le voir revenir. Mais le souhait est qu'ils puissent bien travailler et qu'ils nous produisent ne serait-ce que le projet du budget national pour avoir une idée de ce que sera notre manière de faire des recettes et de dépenser pour X ou Y chapitre de la République pour qu'on avance. Ça sera difficile. Oui, mais bon, un autre aspect évoqué par Emango. Je crois qu'on la faute ici, parce que quelque part là, il dit, la CENI commence déjà à égrener son temps et que nous serions déjà en train de consommer un glissement. Non, à chacun son boulot. Ce ne serait pas la faute à la CENI si la CENI a déjà tout déposé au niveau de la Cour constitutionnelle pour tabler et trancher sur les différents compétiteurs à retenir pour venir compétir. Parce que généralement, nos amis qui font le droit aussi, ils sont dans le dilatoire. Ils tirent toujours les choses dans l'angle. Mais aussi, eux aussi vont nous proposer un autre argumentaire, madame. Oui, madame Gisèle, il y aura aussi un autre argumentaire. Voyez la taille de ceux qui ont proposé.
Nous sommes en train d'attendre à élire 500 personnes. Mais il y a 23 000 et quelques personnes qui ont postulé. Dans les 23 000 là, 22 500 doivent accepter qu'ils ont perdu les élections. Et on sait chez nous, généralement, on dit « Ah non, moi j'ai gagné ». Mais vous êtes vraiment sûr d'avoir vraiment gagné. C'est difficile. Donc le volume du travail est énorme. Et même au niveau de la Cour constitutionnelle aussi, j'imagine, leur manière de fonctionner. S'ils vont aller directement pour faire le travail, ça sera bien. Mais s'ils vont faire l'éliminatoire, ça sera difficile pour traiter les différents dossiers. Si à la députation nationale, on a 23 000, à la députation provinciale, on pourra avoir encore plusieurs. Et pour les conseils communaux, ça sera encore davantage, c'est compliqué. Alors, garder Diana Ba très campagne, oui, mais il y aura aussi un problème par rapport à la réélection. Hein, si on peut parler déjà en termes de bilan, qu'est-ce qu'ils ont fait, en termes de production, en termes de contrôle parlementaire, ça sera aussi difficile hein, pour tous ces députés. Ben, malheureusement, le problème, c'est que les députés, ou encore sur l'ensemble des gens qui accèdent au mandat électif, ils ont détruit la culture de gens eux-mêmes. Il y a de ceux députés qui, en termes de législation, ils ont quand même produit quelque chose, mais malheureusement, ce n'est pas le baromètre sur quoi la population le juge eux-mêmes. La population les attend, ils ont habitué la population à les attendre à construire un pont, assister dans le funérail dans le quartier, donner un peu d'argent, résoudre le problème du terroir. C'est ça la grande difficulté. Ce qui n'est pas de leur prérogative. On a inversé les valeurs. Moi, je peux comprendre, ce n'est pas aussi question de prérogative, c'est aussi question de contexte sociologique. Quand on est un peuple qui croupit généralement dans les difficultés, on a transformé le processus électoral en un marché électoral. C'est-à-dire où quelqu'un arrive, il vous donne quelque chose, vous lui donnez votre droit en contrepartie, et en fin de compte, ces gens ne sont plus rédévables. Quand il y va, il peut même, la plupart, ils changent même de quartier. Il était à Massine, un député Tchangou, mais qui habite maintenant ma campagne parce qu'il a assez de moyens pour vivre dans les quartiers UP de la ville de Kinshasa. Il n'est rédévable à personne, alors que c'est un principe de représentativité. Quelqu'un qui vous représente n'a pas besoin d'avoir de l'ascendant sur vous en vous donnant un présent autre. S'il veut le faire de bonne foi, ok. Mais le baromètre pour juger le travail d'un parlementaire, c'est pas qu'il vous construise un pont, c'est plutôt qu'il parle en votre faveur au niveau du Parlement pour que ceux qui sont habilités à pouvoir résoudre vos problèmes puissent le faire. Combien sont ceux qui arrivent et disent, bon, écoute, il y a un problème d'électricité, okay, moi en tant que parlementaire, j'ai la possibilité de faire venir ici devant l'estrade, le DG de la SNEL, lui poser des questions, lui poser de soumettre des problèmes, et voir qu'est-ce qui bloque. Je peux le faire avec l'autorité politique, le ministre de l'énergie, vice-versa. C'est ça la notion de représentativité. Mais ce qui fait que le baromètre a changé de camp, on a détruit la culture, c'est possible de pouvoir le refaire, mais est-ce qu'ils en ont envie vraiment? Et je crois que c'est ce qui justifie aussi le fait que quand on est un État comme la RDC, il y aura toujours un écart considérable entre le peu qu'on puisse faire et la taille du chantier qui existe. C'est ce qui justifie que ce Parlement se renouvelle régulièrement à plus de 80%. Ça se justifie, mais maintenant c'est à eux de pouvoir changer de fusil d'épaule. J'espère qu'ils en ont conscience, mais je doute encore parce que quand je regarde, le modus operandi reste le même. Quand ils vont avec des promesses fallacieuses devant le gens. Je suis député, Tokinaleki. Non, ça, ne dites pas aux gens ce que vous n'êtes pas en mesure de pouvoir faire. C'est ça la vie. Les promesses notées. Les promesses notées. Voilà. Mais permets-moi en 2 secondes de revenir sur un élément ici, c'est que quand on parle du Parlement, généralement avec le rapport, avec le calendrier électoral, j'ai déjà évoqué cette question, mais je crois aussi que les législateurs congolais ont compris qu'en RDC, les 30 jours qu'on donne, ce n'est pas les 30 jours de campagne. C'est ce qu'on appelle la période de cristallisation. La campagne chez nous commence bien avant. Le plus avisé commence la campagne. Une fois élu, il commence déjà sa campagne à nouveau. Mais en fait, c'est pas vraiment faux. Mais de manière officielle, la campagne, on vous donne ces 30 jours-là pour pouvoir les mobiliser, mais la vraie campagne commence bien avant. Et je crois que aussi, s'ils vont se relâcher dans leur travail, c'est pas à cause du fait de la campagne, c'est à cause du fait que c'est ça leur culture du travail. Ils ont l'habitude de le faire avec beaucoup de légèreté. Combien sont... Je réponds même à la question que Christian posait ici. Qui a même de pouvoir, et c'est là où nous on a déjà plusieurs fois accompagné un ministre, vous arrivez là-bas, les vous dites, ah, tu as sali 3 heures, tu as au Lembi. Ah, c'est un gars répondre Sima. C'est pas la personne qui vient défendre, la personne interpellée. Lui est encore prêt à pouvoir répondre, mais eux estiment que non, il va nous prendre beaucoup plus de temps pour aller où et faire quoi. Ça, c'est encore une fois de plus un problème de culture chez les Congolais, mais je pense que ça ne sera pas du fait de la campagne, ça sera du fait d'une culture de travail. En fait, on est une société kakisocrate, qu'est-ce que vous voulez? Les gens aiment la culture du moindre effort, même quand on est élu, et c'est ce qui fait qu'on a souvent des histoires et des projets très bâclés.
Voilà. Merci, Mère Gadi. Alors, Mathieu Takizala, votre analyse également. Quelles sont vos attentes par rapport à cette session? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait 5 ans durant, qu'ils vont le faire avec le temps qui reste? Vous savez, la politique jauge les problématiques sociétales de la nation, dans tous les niveaux, même les lits municipales. Il ne va pas aller dans le conseil municipal. Pour lui, il va représenter les frustrations et les déficits dans le contrée. Il doit avoir aussi les alliés dans le contrée. Vous voulez être l'élu municipal du côté de Kisensou, logiquement, dans ces territoires, vous devez avoir des alliés professionnels, localement, qui peuvent vous permettre que lorsque vous allez être dans l'Assemblée municipale, vous pouvez être en intermédiation entre les institutions et ceux qui sont dans le terrain. Mais chez nous, on fait vraiment le contraire de tout. On croit comme si c'est dès que je deviens élu et puis je suis exaucé socialement. Non, c'est le début de travail. Il faut vraiment sur le terrain. C'est pour ça que vous voyez que dans tous les circonscriptions électorales, le 500 et qui sont représentés à l'Assemblée nationale, vous allez voir que les déficits sont cruels. Pourquoi? Parce que les députés ne sont plus en interaction avec la sociabilité de l'action. Et normalement, ils devraient se loger, comme disait Gadiana tout à l'heure, dans là où le contrée que la personne représente. Il devait avoir des permanences. Et c'est pour ça que vous voyez que dans des démocraties majeures, les élus, à part être, par exemple, député, mais il va être, par exemple, député Bourkoumès. Vous comprenez? Donc, logiquement, ce messier va chercher l'avancement du contrée. Donc, il doit rencontrer les réalités des familles, les réalités des entreprises, les réalités de l'Église, tout ça, ainsi de suite. Or, chez nous, les députés pourraient, je ne sais pas comment il comprend les choses, pourraient, donc il est député de son parti politique. Or, au moment que vous avez l'écharpe, vous êtes le député national. Donc, la partie qu'on appelle parti politique, on compte plus, parce que vous êtes maintenant dans le frontière de la République. Donc, logiquement, aujourd'hui, être député, ça ne peut pas être le job, ça doit être un apostolat. Or, nous, on l'a fait job. Donc, travail. C'est comme un gars qui a fini des études, bon, il a trouvé le travail. Et non, vous êtes député de Ngaba. Restez à Ngaba. Ça ne sert à rien d'échanger le contrée. Parce que vous devez défendre le problématique de Ngaba. Vous n'allez pas retourner de temps en temps comme un touriste. Non, vous représentez les gens de Ngaba à l'Assemblée nationale. Bon, nous, c'est le contraire de tout. Pour ceux de Kinshasa, ça se comprendrait. Alors, quelqu'un qui serait élu de Djolo. Aujourd'hui, avec les avancements, cher Eric, avec les avancements technologiques, ce n'est pas tous les jours qu'on chaise à l'Assemblée nationale, cher Eric. On peut rester en Bandaka et interagir avec Kinshasa. Surtout qu'il y a des moyens pour ça. Vous comprenez? Oui. Pourquoi tous les députés doivent se loger dans la ville de Kinshasa? C'est pour ça que vous voyez que les contrées reculent. Ils connaissent ni les commerçants du coin, ni le médecin du coin, ni les familles, ni l'entrepreneur. Non, les conflits d'intérêts aussi, il y en a beaucoup. Quand vous voulez être député, on peut plus être encore entrepreneur. Non. C'est un conflit d'intérêts. C'est pour ça que vous voyez que les vrais entrepreneurs ont du mal à trouver même le contrat ou le financement. En République démocratique du Congo, chacun doit choisir qu'est-ce qu'il va faire. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le conflit. L'action publique, cher Eric, lorsque vous choisissez à être un homme public dans l'espace politique, vous pouvez plus faire ce qu'on appelle le conflit d'intérêts. Il y a beaucoup de conflits d'intérêts en République démocratique du Congo. À la fois, Jésus dit, mais dis-moi-le, vous êtes député, vous êtes commerçant, mais non. Quand le président Trump est devenu président de la République, qu'est-ce qu'elle a fait? Il était entrepreneur, mais il exerçait plus comme entrepreneur. Chez le militaire, c'est pareil. Donc je crois que l'Assemblée nationale, il ne suffit pas d'aller dans le banc. Il faut comprendre d'abord l'apostolat demande quoi. Et dans le contrée où toi tu te représentes. C'est comme il y a des gens, il est à Kinshasa, il ne vit pas à Kikwit, mais dans le période il retourne comme candidat des gens de Kikwit. C'est contradictoire. Merci. Merci Mathieu Takizala. On parle d'élection. Il y a un autre candidat, 4e candidat, qui a déposé sa candidature. Rajabo Tebabo, c'est vrai qui prononce bien ça. Hein? Eh ben, Soborabo. Oui, oui. Voilà, elle a déposé. Mais Christian et Mango, par rapport à ce que vous dites, ça semble marcher, les calendriers, et des gens continuent à déposer. Ça contredit vos propos lorsque vous dites qu'il n'y aura pas, il y aura même pas élection, ça ne sera pas respecté. Non, je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas élection. Au délai, dans le délai. Il y aura élection, mais est-ce qu'il y aura élection dans les délais? C'est ça la question. Parce que
j'aimerais rappeler ici à Eric et à Diana que on n'a pas de compagnie d'aviation actuellement qui peut vraiment, je ne dis pas qu'il n'y a pas de compagnie, je dis on n'a pas de compagnie d'aviation qui peut assurer la campagne électorale de tous les 23 000 candidats parce que nous devons circuler. Et déjà qu'il n'y a pas de compagnie d'aviation pour faire déplacer les 500 qui seront ici. Il vient de le dire, Takizala. Ils vont voyager comment à 5 jours de la fin de la campagne, même s'ils devaient rester ici. Ils vont voyager comment? Parce qu'il n'y a pas de compagnie. Si les 500 demandaient les billets les mêmes jours, ils ne seront pas voyager tous les mêmes jours. Ils seront décalés. Donc il y a des... Oh, j'aimerais rappeler à Diana. Oui, la campagne s'est faite en amont. Oui, vous avez raison. Mais en aval, vous devez descendre sur le terrain pour rappeler aux gens votre numéro que la CENI vous a donné. Ça, vous ne faites pas ça avant. Vous devez attendre que la CENI donne le go. Mais vous n'allez pas faire ça en 2 jours. Vous devez faire ça. Et vous devez être sur le terrain. Parce que si vous envoyez vos gens aller parler pour vous, on va abandonner une bonne question à tout moment. Mais vous allez paraître comme un incompétent. Vous ne savez pas convaincre les publics. D'où vous devez être là physiquement, pas en esprit. Donc, si on doit avoir une campagne électorale dans ces contextes ici, je vois ce que sera les candidats. Il faut que nous soyons sur les pieds d'égalité. Ce n'est pas parce qu'on vient d'être député qu'on n'a plus le droit de bien battre campagne. Parce que pendant que vous n'êtes pas sur le terrain, les autres sont en train d'avancer. Mais la situation, la situation, ça semble être depuis longtemps comme ça. Vanessa Nabongo. Mais justement, est-ce que ce n'est pas ça Nabongo alors nous devons continuer avec ce système-là? Des éléments conjoncturels qui tiennent de... Voilà, c'est pour ça que j'ai dit, est-ce que nous devons continuer comme ça? Non, il faut changer, il faut s'adapter vite. Il ne faut pas attendre combien à la veille on commence à... Non, ça c'est le vaille que disait Kabound ici qu'on a toujours eu l'habitude de faire. Il faut s'adapter et il faut... D'ailleurs, la politique, c'est projeter, anticiper. Il ne faut pas attendre le jour J. Pour ce qui est des candidats présidents de la République, je reviens encore pour leur dire, ils vont voyager comment? Qui posent ces problèmes-là au gouvernement? Parce qu'il ne faut pas nous être des candidats des Top Congo. Vous allez seulement dans les plateaux de Top Congo, vous faites votre émission là et c'est tout votre campagne. Non, on en connaît ici, on a vu en 2018. On leur donne un plateau là-bas, comme la chaîne de radio a une expansion jusqu'à l'interne. Il ne faut pas être des candidats de CCTV. Vous venez seulement sur kiosque, vous parlez de votre candidature sur kiosque et puis c'est tout. Parce que vous savez que kiosque est sur Aura, on va vous suivre partout aux États-Unis, en Angleterre, où les Congolais vont voter. Non, il faut aller à la rencontre, débattre et discuter avec les électeurs. Vous ne devez pas être des candidats de la com, tout simplement. Il fait la communication, il s'arrête là. Mais ils vont battre en pas comment? Tout ça, il faut tenir compte de ça. Alors, les candidats, excusez-moi, je termine par là. Jusque-là, je pense qu'il y a 4 candidatures. Oui, c'est les 4e. Matata Pouni, ça me paraît sérieux. Ça me paraît sérieux. Mais les problèmes judiciaires, il n'y a pas de justice. Non, les problèmes judiciaires, laissons la justice faire son travail comme on dit. Parce qu'il peut être acquitté. Parce que la Cour, de mon avis d'ailleurs, oui, parce que la Cour, de mon avis d'ailleurs, est incompétente. La Cour peut revenir encore sur sa décision dans le temps de son incompétence. Il y aura des surprises dans ces procès-là, je vous promets, retenir la date de ce jour. Entre parenthèses. Mais ça me paraît sérieuse, cette candidature-là. Constant Moutamba. Bon, je le connais très bien. Je connais sa fougue. Je sais où il veut aller. Mais je demanderai à Maître Constant Moutamba de mettre du sérieux dans ce qu'il veut vraiment faire. De ne pas promettre aux Congolais d'arrêter Kagame quand on sait qu'on n'a pas la possibilité de l'arrêter. Ça devient de la démagogie. Parce qu'on le lui rappellera comme on est en train de rappeler à Félix Tshisekedi d'aujourd'hui. Ce sont des responsabilités que nous prenons. Aujourd'hui, nous rappelons à Félix Tshisekedi que vous avez dit que vous allez mettre votre état-major à Goma. Où est-ce que nous en sommes? Est-ce que Constant Moutamba pense vraiment qu'il est en mesure d'arrêter Kagame? Parce que les Congolais vont les voter pour ça. L'obisson que Moninga Constant Moutamba, je commence à faire l'opposition face à eux, il ne faut pas dire aux Amoutounangande nous aussi l'opposition. Parce que si vous avez promis que vous allez arrêter Kagame,
vous devez être en mesure d'arrêter Kagame. Donc, il faut éviter des promesses. Il faut éviter des promesses fallacieuses. Je ne sais pas les autres, je n'ai plus le temps, sinon j'allais décortiquer point par point. Mais je pense qu'il faut nous donner encore plus de temps. Doudou Montiri, il ne faut pas nous faire production extérieure ici. Donnez-nous un peu plus de temps pour qu'on puisse vraiment développer ces questions-là. Ces candidats-là, on va décortiquer un à un. Alors, Eric Izam, des problèmes logistiques, c'est aussi sérieux, parce que là, on voit avec déjà la publication des listes provisoires des candidats députés provinciaux, la CENI a évoqué ces questions logistiques. Oui, mais vous savez, pour moi, je suis de ceux qui pensent que l'élection peut même faire transpirer les caractères sérieux du fonctionnement de votre pays. Hein, on ne vient pas comme ça aux élections simplement parce qu'on veut venir aux élections. Rendons-nous compte qu'en 2006, nous avions eu 34 candidats à la magistrature suprême, dont 2 sœurs d'une même famille. Mais en 2011, ça a changé. Parce qu'il y avait Étienne Tshisekedi Ouamoulumba sur la liste, il y a eu très peu de candidatures. Nous en étions à 11. En 2018, c'était 21. Cette fois-là, je voudrais qu'il y ait des candidats quand même qui fassent respecter cette fonction-là. Ne deviens pas chef de l'État comme ça qui veut, non. Encore faut-il en avoir des capacités. Parce que vous allez venir, non pas pour être simplement chef de l'État, mais vous venez pour apporter une impulsion, des solutions aux préoccupations exprimées au sein de la communauté. Nous sommes un grand Congo. Voyez-vous, nous sommes en train de nous larmoyer ici que nous n'avons pas de compagnie d'aviation sérieuse pouvant desservir X ou Y coin. C'est quand même une honte, 63 ans d'indépendance après. Notre bilan global en tant que nation est négatif. Nous devons choisir des gens sérieux. Et ne venez pas avec des candidatures de pacotilles. Je ne voudrais pas rentrer ici X ou Y. Mais là, sincèrement, il y a eu jusque-là 8 personnes qui se sont déclarées publiquement, mais 4 ont déposé. Encore faut-il que nous arrivions jusqu'à la fin pour connaître ceux qui seront véritablement retenus pour compétir. Déposer, c'est bien. Mais être retenu aussi, hein, c'est un autre aspect qu'on n'a pas encore évoqué. Donc, les 8 personnes autres qui viennent, on saura. Mais moi, je tablerai déjà sur le caractère sérieux des uns des autres. Et au moment venu, nous allons dire que celui-là, il vient pour amuser la galerie. Celui-ci, il est sérieux. Celui-là, pour éclairer un peu. Ah, mais gardez Diane. Je crois que ça sera pas correct. Ça sera contraire aux lois de venir sur un plateau pour pouvoir dire aux gens c'est lui qui est sérieux ou ne l'est pas sérieux. Il ne faudra pas qu'on tombe dans cette histoire-là. Vous savez, on est dans un contexte électoral. Chacun peut s'estimer suffisamment mûri pour pouvoir prétendre. Il y a une fossé entre la prétention et les qualifications pour pouvoir assurer la fonction. Laissons la population déjuger chacun quand même. Mais on ne doit pas aussi prendre tout le monde. Hein. Tout le monde ne peut pas aller se réveiller le matin et déposer sa candidature parce qu'il a son argent. Est-ce que le texte nous donne le droit d'être exclusionniste? Je ne pense pas. C'est lui qui estime qu'il en a. Et le moyen, qu'il amène son offre. Et c'est à la population de juger. C'est pas, enfin, il ne faudra pas qu'on s'établisse en redresseur de tort pour dire tel est. C'est vrai, on peut analyser, décortiquer le point de vue de chacun. Ça, c'est dans le droit. Mais un peu, on ne va pas dire aux gens, lui, il est sérieux, lui, il n'est pas sérieux. Ce n'est pas notre travail. C'est-à-dire, c'est aux gens qui votent de pouvoir prétendre. Je me souviens encore, moi, je connais Éric Zemmour parce que la plupart des fois, j'ai fait des tours. J'ai même eu la chance d'assister à un plateau. Je n'ai jamais oublié à Genève, où il était venu en tant qu'intervenant, en tant que journaliste. Je ne pouvais jamais imaginer qu'un jour, Éric Zemmour, déjà qu'avec sa manière d'être, je me doutais qu'un jour, ce type-là serait un candidat et un candidat sérieux. La vie, on ne sait pas de quoi il est fait, et le contexte politique, surtout dans notre continent, les gens vont postuler en tant que candidat pour plusieurs raisons. Il y a ceux qui viennent pour pouvoir asseoir une notoriété, il y a ceux qui viennent pour pouvoir se positionner. C'est-à-dire, il sait que le fait d'être candidat aujourd'hui, ça permet d'avoir un angle de vue global pour pouvoir continuer à espérer et aller crescendo. C'est-à-dire que c'est aussi un baromètre pour chaque acteur et chaque formation politique, voir si on a une capacité d'absorption dans la population et qu'on peut prétendre à la fonction suprême. Ne jugeons pas tout le monde dans le même box. Il y a ceux qui viennent vraiment des compétiteurs sérieux. Ils savent qu'ils viennent avec l'esprit. Je vais trouver ce métaphore. Vous pensez que dans un championnat, V Club et Mabouilou jouent pour les mêmes objectifs. Les autres jouent le maintien, les autres jouent le titre. C'est ça la vie. Mais dans le contexte congolais, parfois, nous, on nous dit aussi que vous êtes laxiste, vous laissez passer. Non, c'est pas question. Dans une certaine mesure, nous devons aussi, quand ça peut éclairer les nôtres. Eric, je peux de temps. Malheureusement, Kalista doit parler aussi. Eric, dans les mesures d'encadrement, dans les notions d'éligibilité, il y a une dimension d'exclusion.
Tout le monde n'est pas à même de pouvoir payer cette caution-là. Tout le monde n'est pas à même de pouvoir avoir, comment dirais-je, un CV capable de pouvoir aller là-bas. C'est-à-dire, ce qui peut se retrouver dans le contexte, pourquoi on veut parler à la place de la loi? La loi a un caractère exclusionniste, c'est-à-dire il a défini un portrait de qui peut prétendre être candidat président de la République. Dans la réalité sociologique, nous, on peut dire ce qu'on veut, mais ce n'est pas à nous de pouvoir le définir. On fait des choses qui sont déjà réglementées, donc ne tombons pas dans ça. Mais en fin de compte, je reviens sur la question. Je reviens sur la question. Il ne faut plus revenir sur je reviens dans ma chute, ne vous en faites pas. J'ai l'habitude d'être dans mes 5 secondes qui restent sur la notion de la campagne électorale. Je crois que la CENI est dans la structure telle que voulue par les exigences constitutionnelles. Et Mangwa a évoqué des raisons très réelles, surtout conjoncturelles. Quand il parle de problème d'avion de Congo Airways, ce n'est pas la seule entreprise parce que de toutes les façons, en termes de couverture, je dirais que même c'est la plus faible, mais il apporte quand même quelque chose. C'est beaucoup plus question de fierté nationale que de question de réponse à la demande. Mais que cela nous tienne. Si Congo Airways ne sait pas revenir convenablement, ça a un problème sérieux. Parce que le problème d'aviation, on l'a, même quand Congo Airways avait ses 2 avions, prendre un vol rien que pour Lubumbashi était un sérieux problème. Même quand Congo Airways fonctionnait en plein régime, avec ses 3 ou 4 avions, c'était un sérieux problème. Ça veut dire que là, on s'enfonce encore. Le problème n'est pas tant soit à ce niveau. Le problème, c'est un problème, j'ai envie de dire, structurel. Le Congo doit accepter. C'est pourquoi j'ai dit aux gens ici, il ne faudra pas croire que le fait de pouvoir aller sur le projet Air Congo est forcément un élément pour détruire Congo Airways. Le feu Chérima Okende le disait. L'entreprise, le temps pouvait garder, maintenir Congo Airways en flotte et avoir une deuxième société pour couvrir la demande qui est importante et travailler en collaboration avec des experts comme Ethiopian Airlines, pour ne pas faire la publicité. Aujourd'hui, où en sommes-nous? À la limite du possible. Merci. Tsakiza va nous dire un mot et ce sera la fin de l'émission. Bon, moi, je pense que le problème des élections, tous les ans, nous parlions pas le problème de financement des candidats eux-mêmes. Logiquement, le financement, surtout l'élection première, qu'on appelle l'élection présidentielle, dans des pays sérieux, en maturité économique, le candidat doit avoir des capacités d'emprunter de l'argent. Et quand il emprunte de l'argent pour financer, pour qu'il puisse être libre. Mais nous, 4e cycle, le problème de financement des candidats, nous ne les réglons pas. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que le financement de campagne des uns et des autres. Aujourd'hui, le président Sarkozy est devant les cours et tribunaux parce que le règle de financement n'a pas été respecté. Lorsque vous avez quelqu'un qui devient président ou candidat à la démocratie du Congo et qu'il a été financé par des intérêts financiers étrangers, ce pays ne sera pas libre. Vous comprenez? Et ce problème n'a jamais été pallié. On dit toujours non, moi je suis financé par mes militants. Nous savons que la plupart des militants sont dans des conditions économiques difficiles. Comment ils vont dégager des fonds? Je crois que le prochain période d'élection, il faut que les candidats, par l'expertise professionnelle, les gens doivent être aussi avec des capacités économiques. Il faut encore un fonds pour pouvoir... Donc, il faut des capacités économiques. La personne s'endette. Lorsqu'il y a un seuil, il arrive, on le rembourse le 50% de financement. S'il ne respecte pas le baromètre, automatiquement, il faut... Si on regarde uniquement que les 100 000 $ des cautions, non, il faut vraiment... Il y a un problème de financement des acteurs politiques antidémocratiques du Congo. D'où l'argent vient. Parce qu'on contrôle rien. Merci Mathieu Takizala. Merci Christian Emango. Juste une minute, madame. L'émission est finie. Non, juste une minute. Il faut m'excuser vraiment. J'aimerais seulement, à l'intention de mon ami Mike Gardidiana, lui dire que nous n'avons pas exclu un candidat. Mais nous sommes en train d'analyser l'actualité. Merci. C'est que moi, je suis tout simplement en train de dire... C'est mon ami, on se connaît très bien, Constant Moutamba, mais je suis en train de dire que, s'il vous plaît, l'émission est finie, il y a un Constant est un garçon sérieux, malheureusement, contrairement à des pères et des mères parce qu'ils estimaient que c'était un économiste, un technicien, il allait changer le Congo. Les voix sont parties sur des pères et des mères. Mais après, est-ce que vraiment c'était une candidature? Nous avons le droit de dire que tel candidat est un garçon sérieux. C'est pas ça. Je suis dans le propos d'Éric
de dire non, il faut choisir qui est sérieux, que ce n'est pas à nous. Voilà. Il y a un merci, texte. merci Maïgardi. Eric, on doit les annoncer. Merci. Et puis l'élection à un tour. Merci à vous. Plusieurs candidats. Alors, Il ne faut pas dérouter l'opinion. Merci à l'équipe technique. Christian Emango, merci. Mathieu Takizala, je vous remercie.